Monsieur Charéron, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes conseiller scientifique de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, c'est-à-dire donc le CRIRAD, ou la CRIRAD plutôt. Après des études d'ingénieur en physique nucléaire et en physique des particules, vous avez travaillé pour EDF. Puis vous avez été brièvement en poste à l'ambassade de France, à Dublin, en Irlande. Mais surtout, et ce qui nous intéresse, c'est que cela fait plus de 30 ans maintenant que vous travaillez au sein de la CRIRAD. Vous avez été le directeur de son laboratoire et dont vous êtes aujourd'hui toujours encore le conseiller scientifique. Je signale que vous avez obtenu, notamment en 2016, le prix Nuclear Free Future Award dans la catégorie éducation, en raison de votre engagement constant à mettre en lumière la désinformation pratiquée par l'industrie nucléaire et à améliorer la prise de conscience du public en France et dans le monde. Je pense que ça se passe de commentaires. En tout cas, c'est le titre, hein, la désinformation pratiquée par l'industrie nucléaire. Je précise également, avant de vous donner la parole, que la CRIRAD a travaillé depuis plusieurs années sur l'impact des essais polynésiens, en procédant à l'analyse critique des documents, notamment entre 1996 et 2016, et en ayant procédé à des missions de mesure et des prélèvements sur le terrain en 2005 puis en 2012, sur des secteurs qui nous intéressent particulièrement, puisqu'ils ont été touchés par les activités militaires, que ce soit sur la base arrière de Rao, sur l'atoll de Turea ou sur les îles Gambier. Et je crois que malheureusement, mais vous allez nous le dire, vous n'avez pas eu l'autorisation d'accéder sur Moruroa et Fangatofa. Et donc vous pourrez nous dire pourquoi peut-être. De plus, vous avez vous-même dirigé une étude en 2006 consistant en des contrôles radiologiques sur l'île de Mangareva et les atolls de Turea et de Hao. Mission que vous avez effectuée dans le cadre des travaux de la commission d'enquête mise en place à l'époque par l'Assemblée de Polynésie française et portant sur les conséquences pour les populations de la Polynésie française des essais nucléaires aériens, ceux qui ont été effectués entre 1966 et 1974. Pour être tout à fait complet, j'indique également que vous avez rédigé une note en décembre 2016 portant sur l'exposition des habitants de l'atoll de Turea aux retombées radioactives des essais nucléaires atmosphériques, toujours, étude dans laquelle vous concluez d'ailleurs au fait que les documents auxquels vous aviez eu alors accès démontraient que les habitants de Turea ont subi des doses de radiation largement supérieures aux limites sanitaires en vigueur à l'époque. Et je précise d'ailleurs aux membres de la commission que ces documents vous ont été envoyés. Comme d'habitude, je vais vous poser deux questions liminaires, si vous voulez bien, un peu pour lancer la discussion, lancer le débat. Et ensuite, les députés vous interrogeront, et notamment, et tout d'abord, Madame la rapporteure. Premièrement, vous avez indiqué lors de votre première audition, parce que vous avez déjà été auditionné dans la précédente commission, hein, celle qui avait été interrompue, celle dont les travaux ont été interrompus par la dissolution, vous nous aviez indiqué que la CRIRAD considérait que la méthode utilisée pour analyser les demandes d'indemnisation des personnes exposées n'est pas satisfaisante, d'une part parce que le critère de seuil du risque est inapproprié, et d'autre part parce que la méthode d'évaluation des doses subies ne reflète absolument pas la réalité. Pourriez-vous nous développer ces deux points à nouveau aujourd'hui, afin que l'on sache si, et de l'affirmative, sur quel point la réglementation actuellement en vigueur doit être modifiée. Et enfin, vous dire que nous constatons au fil des auditions que le seuil de 1 millisievert est fortement contesté, mais ça vous le savez, Monsieur Charéron, que nombre d'acteurs n'y voient qu'un seuil de gestion théorique, et que vous-même, vous avez affirmé au sujet de ce seuil, il est par conséquent scientifiquement infondé d'introduire un seuil sous lequel le développement d'une pathologie radio-induite serait impossible. Cette affirmation n'a, selon vous, aucun sens. Voilà. Pensez-vous que le principe même d'une limite doit donc être supprimé et qu'il faille plutôt s'orienter vers une présomption irréfragable? Ce sont des questions que nous nous posons. Voilà, avant de vous laisser la parole, je vais
Je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, car je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc merci de lever la main droite et de nous dire « je le jure ». Je le jure. Merci, monsieur. Je vous laisse la parole. Un propos liminaire d'environ une demi-heure pour répondre à mes questions, mais aussi pour nous apporter tout ce que vous souhaitez comme complément d'information. Et ensuite, nous vous poserons des questions et un échange s'instaurera. Allez-y, monsieur. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pardon, merci d'avoir convié la CRIRAD pour partager un certain nombre de considérations et d'informations sur l'impact des essais nucléaires français en Polynésie. Par rapport aux deux questions que vous avez posées, Monsieur le Président, donc première question, c'est celle du millisievert. Alors tout d'abord, c'est important de rappeler que ce millisievert, dans l'absolu, ou ce millisievert par an, ce n'est pas un seuil d'innocuité au-dessus duquel les personnes exposées seraient certaines d'avoir certaines pathologies, dont des pathologies cancéreuses, et en dessous de laquelle il n'y aurait aucun risque sanitaire. Ce n'est pas du tout ça le millisievert, c'est plutôt un seuil au-dessus duquel le risque, en particulier de cancer, est jugé socialement inacceptable, et en dessous duquel ce risque de cancer est jugé socialement acceptable par des experts et dans le cadre de situations contrôlées. C'est-à-dire que normalement, cette dose limite de 1 millisievert par an est utilisée pour réglementer les rejets d'installations nucléaires dans un cadre maîtrisé. Mais cette dose de 1 millisievert par an est utilisée habituellement dans ce cadre-là comme une évaluation en plus de la radioactivité naturelle, de la radioactivité médicale, et elle est calculée en prenant en considération l'ensemble des expositions à toutes les sources de radiation qui ne sont ni naturelles ni médicales, par toutes les voies d'exposition, l'inhalation, l'ingestion, l'irradiation externe. Autrement dit, pour déterminer si une personne a atteint une dose de 1 millisievert ou pas, ça demande de prendre en compte une somme de voies d'exposition considérable. C'est donc un calcul qui est extrêmement difficile à effectuer, mais j'y reviendrai. Ce qui me semble vraiment le plus important par rapport à la question qui a été posée, c'est le fait d'insister sur ce point. 1 millisievert par an n'est pas du tout un seuil d'innocuité. Donc considérer que s'il était établi qu'une personne en Polynésie française aurait été exposée à moins d'1 millisievert, cela signifierait qu'elle n'a subi aucun risque. Ça, scientifiquement, c'est totalement faux. Ça n'a absolument aucun sens. Donc ce millisievert est utilisé vraiment comme un outil de gestion, mais pas du tout comme un concept scientifiquement solide. À ce propos, il faut rappeler que dans la directive Euratom de mai 1996, par exemple, qui s'appuyait sur des travaux de la Commission internationale de protection radiologique, était introduit pour une gestion du risque une limite, disons un concept à 10 microsieverts par an, c'est-à-dire 0,01 millisievert par an. Et cette valeur, 100 fois plus faible que le millisievert par an, était considérée comme une frontière entre un risque radiologique considéré comme négligeable, donc ne nécessitant pas des mesures de protection, et des risques radiologiques entre donc 1/100 de millisievert et le millisievert, des risques radiologiques justifiant des mesures de protection, de radioprotection pour abaisser les doses subies par les gens. Donc tout ça pour dire que, bien évidemment, il y a risque en dessous d'1 millisievert par an, et le consensus sur la relation entre la dose subie et le risque, en particulier de cancer, le consensus international, jusqu'à présent, c'est une courbe linéaire
sans seuil, c'est-à-dire il n'y a pas de seuil d'innocuité. Et des travaux, par exemple, sur l'exposition à la radioactivité naturelle, le radon, gaz radioactif naturel dans l'habitat, les études, les méta-analyses qui ont été conduites par une équipe, dont celle du professeur Darby, a montré qu'il y a une augmentation du risque de cancer du poumon en fonction de l'exposition à ce gaz naturel à des doses qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de quelques millisieverts par an. De même, une étude qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, qui s'appelle l'étude INWORKS, qui a pour objet de suivre l'état de santé de travailleurs du nucléaire en France, aux États-Unis et en Angleterre, cette étude montre aussi des effets sanitaires à des doses qui sont faibles, avec en particulier une tendance même d'ailleurs à un excès de risque pour les doses les plus faibles. Voilà, donc cette question du millisievert, il faut bien percevoir ce millisievert comme un seuil de gestion éventuel. C'est très critiquable, mais pour le moment c'est comme ça, et pas du tout comme un seuil en dessous duquel le risque serait nul. Deuxième problème avec ce millisievert, c'est la façon dont il est calculé. Ou plus globalement, la façon dont sont calculées les doses subies par les personnes. Bon, premier point, je l'ai dit en introduction, pour calculer ces doses, il faut avoir accès à une masse de données sur la quantité de becquerel que les personnes ont inhalé, la quantité de becquerel que les personnes ont ingéré, les dépôts radioactifs successifs. Il faut disposer d'une masse de données qui est considérable. Or, nous n'en disposons pas. C'est-à-dire que une partie des documents utiles a été déclassifiée, mais une grande partie ne l'est toujours pas. Par ailleurs, il est indispensable de pouvoir travailler avec les équipes du commissariat à l'énergie atomique et les militaires pour vraiment être capables d'interpréter correctement un certain nombre de ces données, parce que, par exemple, des appareils qui étaient utilisés à l'époque pour faire des mesures ne sont plus utilisés aujourd'hui. Et donc, l'interprétation précise de ces résultats nécessite des discussions avec les spécialistes du commissariat à l'énergie atomique. Mais sur ce point, les travaux très préliminaires qu'on a pu effectuer à la CRIRAD en analysant un certain nombre de documents déclassifiés nous ont permis de montrer qu'il y avait une sous-estimation très importante des doses réelles. Je vous donne un exemple. Sur l'atoll de Tureia, qui est à 110 km au nord de Mururoa, et qui a été exposé à des retombées tout à fait importantes et nombreuses. Pour l'année, par exemple, 1966, les calculs conduits par le CEA à l'époque ont porté sur les retombées d'un tir. Or, cet atoll a été frappé par au moins 5, voire 6 épisodes de retombées importantes en 1966. Deuxième exemple, si vous voulez calculer la dose par inhalation de substances radioactives qui sont dans l'air, une grande partie des calculs a été faite en utilisant les résultats d'un dispositif d'échantillonnage de l'air qui s'appelle APA. Ce dispositif utilise une pompe, l'air est pompé à travers un filtre, ce filtre retient un certain nombre de particules radioactives et ce filtre est ensuite analysé. Le problème, c'est que ce filtre ne retient pas les poussières les plus fines. En fonction de sa maille, certaines poussières très fines passent à travers. Ces poussières-là ne sont pas comptabilisées quand vous présentez le filtre devant un détecteur de radioactivité. Et par exemple, dans certains cas, ça divise la dose, enfin ça divise la quantité de becquerel inhalé par un facteur 2, par exemple. Autre problématique dans l'évaluation des doses, certaines substances radioactives produites lors des explosions nucléaires ne sont pas prises en compte. Par exemple, le carbone 14, qui est un constituant fondamental de la matière vivante, puisque nous sommes tous faits d'hydrogène et de carbone et d'oxygène. Donc ce carbone 14 que nous avons retrouvé par exemple dans les troncs de cocotiers à Mangareva, à Riquitea, à des niveaux plus importants que la normale, ce carbone 14 n'a pas été pris en compte dans les calculs. Or, c'est un paramètre qui devient un constituant fondamental de toute la matière, les cellules des êtres vivants et des humains et de leur ADN. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui font que les calculs
qui ont été produits par le commissariat à l'énergie atomique ne rendent pas compte de la dose réelle en millisieverts. Et donc ça, c'est la deuxième difficulté avec ce concept de dose. Troisième point qui me semble important à évoquer aussi, c'est la question du lien entre la dose et le risque. En l'état actuel du plus ou moins consensus, disons les travaux de la Commission internationale de protection radiologique, l'évaluation du détriment sanitaire global pour la population, c'est autour de 5,7 décès, plus ou moins décès, disons, en particulier par cancer ou problèmes héréditaires graves, pour 100 000 personnes exposées à 1 millisievert. C'est donc un risque qui n'est pas nul, qui n'est pas négligeable, mais qui est basé sur des connaissances, disons, elles-mêmes, elles-mêmes discutables. C'est-à-dire que pour évaluer sérieusement le risque de la population polynésienne, et ça a été dit lors d'un certain nombre d'auditions, il faudrait tenir compte du génome particulier de cette population qui vit sur des territoires dont la radioactivité naturelle était et toujours naturelle particulièrement basse, et donc qui ne sont pas forcément habitués à encaisser une certaine radioactivité autant que peuvent l'être d'autres populations qui vivent depuis des générations et des générations sur des lieux où la radioactivité naturelle est un peu plus forte. Donc la façon d'évaluer le risque pour la population en général et la population polynésienne en particulier souffre de beaucoup d'insuffisance, sans parler de la prise en compte insuffisante des risques pour l'embryon, pour le fœtus, sans parler du fait qu'il y a une relative discrimination homme-femme dans les évaluations de risque. Par exemple, on s'aperçoit de plus en plus que pour un certain nombre de pathologies, les risques sanitaires pour les femmes sont plus importants à dose équivalente que pour les hommes. Donc voilà, sur ces questions, ce sont des questions complexes et il y a vraiment des réponses beaucoup trop catégoriques et beaucoup trop simplificatrices pour l'évaluation des risques. Donc, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, en fait, une méthode plus protectrice des intérêts des personnes lésées, c'est vraiment c'est inversé, c'est-à-dire que la présomption, c'est la présomption d'un effet de l'exposition à ces retombées radioactives et non pas l'inverse. Vous aviez demandé donc à aller sur les atolls, sur certains atolls, et l'accès vous a été refusé? Au moment de l'annonce par le président Chirac de la reprise des essais nucléaires français en Polynésie, donc c'était en 1995, la CRIRAD avait demandé par écrit au président de la République l'autorisation d'aller conduire une mission de prélèvement, d'analyse d'échantillons, puisque c'est notre métier. Disons, la CRIRAD a un laboratoire d'analyse de radioactivité qui est indépendant de l'État, des industriels. Et évidemment, enfin je dis évidemment parce que c'est malheureusement très souvent le cas, cet accès nous a été refusé, les autorités considérant que seuls avaient crédibilité des organismes scientifiquement reconnus comme l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc nous n'avons pas pu aller faire de mesures à Moruroa et Fangataufa. Nous avons par contre procédé à l'analyse des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique et montré en particulier, ça a été exposé d'ailleurs par mes collègues en 1999 lors d'un colloque à l'Assemblée nationale, la CRIRAD a démontré que les évaluations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les évaluations de risque, ne rendaient pas compte de la réalité du risque. Pour ce qui concerne Moruroa, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie atomique écrivait dans son rapport, à l'époque, 98, 99, 98, qu'il n'y avait plus de risque sur cet atoll et que vraiment, à la limite, continuer à surveiller la radioactivité à Moruroa, ça n'avait pratiquement aucun intérêt. Bon, ça c'est particulièrement grave quand on regarde la réalité de la contamination résiduelle, par exemple, sur le Motu
Colette, c'est-à-dire une partie de cet atoll de Moruroa, du fait des tirs de sécurité en particulier qui ont consisté à faire tomber des bombes donc au plutonium qui n'ont pas explosé au sens nucléaire mais qui ont répandu du plutonium sur ce lieu, eh bien cette zone n'a pas été décontaminée correctement. Le CEA prétendait que il décontaminerait en dessous d'1 million de becquerels de plutonium par mètre carré. L'AIEA a constaté que ça n'était pas le cas. Simplement, elle a conclu que ce n'était pas grave. Alors que quand on fait un calcul de risque pour les personnes qui vivraient sur ce lieu, ou qui fréquenteraient ce lieu, risque lié à l'ingestion ou à l'inhalation de particules de plutonium, particules dont certaines ont une granulométrie inférieure à 15 microns, donc elles peuvent pénétrer dans l'organisme, bien là on arrive à des doses qui sont 500 fois plus fortes, voire 10 millions de fois plus fortes que celles que calcule l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tout ça pour dire d'une manière plus globale que pour avoir une vision, une vision juste de la réalité, malheureusement, on ne peut pas, et ça l'expérience qu'on a à la CRIRAD depuis que la CRIRAD existe en 1986, on ne peut pas faire confiance aveuglément ni aux industriels, on ne peut pas faire confiance aveuglément aux pollueurs, donc en l'occurrence le commissariat à l'énergie atomique, l'État français en général, mais on ne peut pas faire confiance non plus, par exemple, à l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est pour ça que, pour converger vers une vision, la plus réaliste possible de la réalité, c'est important pour nous que soient associés aux divers travaux, que ce soit des expertises de terrain, des analyses de documents, des calculs théoriques, que soient associés des scientifiques réellement indépendants et aussi, ça c'est très important, des représentants des populations, la polynésienne en l'occurrence, mais des représentants aussi des militaires, des métropolitains exposés, parce que l'appréciation de la réalité, elle est complexe et elle nécessite de prendre en compte toutes les connaissances. Et dans beaucoup de dossiers, on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait des expertises, si on ne travaille pas étroitement avec les travailleurs ou avec les personnes exposées, on passe à côté d'un certain nombre de réalités que eux seuls ont vécues, eux seuls peuvent expliciter. Donc c'est pour ça que dans les recommandations que nous avions faites en 2006, lorsqu'on avait rendu un premier rapport à l'Assemblée de Polynésie française, une des recommandations que nous faisions, c'était que soit mise en place une commission qui regroupe des scientifiques du CEA, des scientifiques des autorités de radioprotection françaises, l'IRSN par exemple, des représentants de la population polynésienne, des travailleurs, des militaires, des experts indépendants, et que ce groupe travaille sérieusement, mais sérieusement ça veut dire certainement plusieurs années de travaux, pour converger vers des évaluations plus solides des doses d'une part et des risques sanitaires pour les populations exposées. Bien, merci pour ces propos. Je vais laisser la parole tout de suite à Madame la rapporteure, Mariana Redarbelo, qui est en visio avec nous depuis la Polynésie. Mariana, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as des questions? Oui. Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur Charéron. Merci pour votre exposé explicite et compréhensible pour nos oreilles, on va dire, qui sont loin d'être scientifiquement comme vous, quoi. On est bien en dessous de tout ça. Donc, de nous faire comprendre les choses telles qu'elles se sont passées. Donc, ma première question, quand j'entends ce que vous dites par rapport à toutes les études qui ont été menées, les approximations et peut-être aussi le manque de considération de certains facteurs comme parler aux travailleurs ou aux populations, je voudrais savoir si vous pensez possible aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui,
d'être au plus proche de ce qu'ont subi notamment les populations, parce que j'ai compris que vous n'aviez pas accès aux sites d'expérimentation. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur peut-être les autres îles. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec les connaissances peut-être ou des échanges avec le CEA, ça serait possible de retrouver euh, les chiffres ou des données et peut-être faire des calculs pour savoir précisément, enfin le plus précisément possible, en tout cas plus que ce qui est dit à l'heure actuelle, de ce qu'ont subi les populations. Ensuite, bon, j'aurai d'autres questions. Alors déjà, cette première question, si vous voulez bien répondre. Oui, donc, bon, bien sûr, plusieurs décennies après les retombées radioactives, c'est de plus en plus complexe pour reconstituer la réalité. Mais c'est néanmoins possible de faire le maximum d'efforts pour y parvenir. Et pour ça, il faut pouvoir compiler plusieurs sources d'informations. Donc la première, c'est l'ensemble des documents dont dispose le commissariat à l'énergie atomique et les militaires qui permettent de documenter les mesures officielles à l'époque. Beaucoup de documents ont été déclassifiés, c'est vrai, mais on est loin de l'ensemble de tout ce dont on aurait besoin pour avoir accès aux connaissances précises. Deuxièmement, il faut pouvoir dialoguer avec le commissariat à l'énergie atomique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir dans son coin des piles de documents, il faut pouvoir poser des questions aux experts du commissariat à l'énergie atomique, avoir leurs réponses, réétudier les documents, reposer des questions pour converger vers une compréhension profonde d'un certain nombre de documents. Ensuite, il faut pouvoir coupler l'analyse des mesures qui ont été faites à l'époque, malheureusement principalement par le commissariat à l'énergie atomique ou les militaires, les mesures, mais aussi des modélisations. Ce travail de modélisation est très important puisque à partir du moment où vous ne disposez pas de toutes les mesures, de toutes les substances radioactives rejetées dans tous les compartiments de l'environnement, par exemple, pour des habitants de Toureia, admettons, vous avez des mesures, par exemple, sur, disons, du lait de coco. Mais vous n'avez pas de mesures sur d'autres types de denrées qu'ils peuvent consommer sur l'île d'un point de vue végétal. Vous allez être obligé d'utiliser des modélisations pour compléter l'absence d'un certain nombre de données. Donc ça, c'est possible, c'est complexe, ça nécessite des outils de calcul. Et pour converger vers cette connaissance consolidée, il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir vraiment sortir de ces disputes scientifiques, en fait, qui ne permettent pas de converger. C'est-à-dire que le commissariat à l'énergie atomique a tendance à se braquer vers son idée que les calculs qu'il a effectués sont fiables, alors que des travaux d'autres scientifiques, je pense à l'équipe de Sébastien Philippe évidemment, je pense au travail très modeste qu'a fait la CRIRAD, on montre qu'il y a vraiment des trous dans la raquette et que pour évaluer sérieusement les doses, il faut faire ce travail de reconstitution très soigneuse. Donc, pour répondre à votre question, Madame la rapporteure, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une volonté de le faire et des moyens pour pouvoir le faire. Et puis, il faut absolument disposer des connaissances des habitants et des personnes lésées qui vont pouvoir vous dire « Ah bien, écoutez, par exemple, lorsqu'il y a eu des retombées, eh bien, nous buvions l'eau de pluie directement par la citerne, tandis que, on a des témoignages là-dessus, les citernes de recueil d'eau de pluie pour les militaires, elles étaient bâchées. Mais pour vraiment connaître les doses subies par les habitants, il faut pouvoir connaître leur façon de vivre précise et pas s'appuyer sur des connaissances théoriques de métropolitains qui ne savent pas forcément comment vivent ou comment vivaient à l'époque les Polynésiens. Merci.
Monsieur le Président, je peux poser une deuxième question? Allez-y, Madame la rapporteure, continuez. Oui, donc, alors, Monsieur Chariron, il y a eu 46 tirs atmosphériques dans 5 tirs de sécurité. Donc, on peut comprendre aisément dans nos esprits voilà, en fait, je dis de personnes standards, que les tirs atmosphériques ont un rayon en- euh, de, de- de- d'implication, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas plus large qu'un tir souterrain. Donc ça, on arrive à le comprendre. Toutefois, selon vous, euh, est-ce que les tirs souterrains, bon, on a parlé de quelques dizaines de fuites lors de ces tirs, mais est-ce que les populations euh, peuvent, même pendant la phase souterraine, risquer une contamination, quelle qu'elle soit, provenant de ces tirs souterrains? Et si oui, euh, est-ce que vous pouvez schématiser comment ça pourrait se faire, donc ou pas, hein, bien sûr. Voilà. Donc, par rapport au tir souterrain, bon, bien sûr, c'est relativement documenté. Au moment de certains tirs souterrains, il y a eu des fuites de gaz radioactifs en particulier, soit au moment du tir, soit lors de travaux ensuite consistant à faire des forages volontairement pour accéder aux matières radioactives qui ont été produites par les explosions nucléaires au fond des puits de tir. Donc, le tir souterrain, c'est pas un phénomène qui présente une étanchéité absolue. Après, bien sûr, par rapport à une explosion atmosphérique, qu'elle soit à partir d'une barge, d'un ballon ou autre, une explosion atmosphérique, là, disperse la radioactivité évidemment de façon massive directement dans la biosphère et à beaucoup plus grande distance. Donc, le tir souterrain, de ce point de vue, par rapport aux populations qui ne sont pas à Mororo et Fangatofa, qui sont à plus de 100 km pour Toureya, plus de 400 km pour Mangareva, ces personnes, forcément, l'exposition pour ces personnes à des fuites potentielles de gaz radioactifs lors d'essais souterrains, cette exposition est nécessairement beaucoup plus faible que celle qui a été subie lors des essais atmosphériques. Après, pour avoir une vision complète, il faudrait aussi examiner la gestion de matières radioactives après les tirs. C'est-à-dire qu'après des tirs, vous avez forcément des objets contaminés, des ferrailles contaminées, des équipements contaminés, des vêtements contaminés. Est-ce que toutes ces matières contaminées ont pu sortir des atolls? Ça, je n'ai pas la réponse. Vous savez qu'un certain nombre des déchets qui ont été produits ont été enfouis sur place, par exemple à Mororoa, dans des puits, forêts. D'autres ont été océanisés. Est-ce que des matières ont pu être, par erreur, éventuellement, ramenées plus loin? C'est possible. Des navires, par exemple, mais ça concernerait plus la question atmosphérique, des navires ont été, ont mouillé à Tahiti en étant contaminés, par exemple. Donc vous avez des contaminations qui peuvent être ramenées, par exemple à Tahiti ou à Hao, alors que c'est pas forcément un tir atmosphérique. Donc cette question, elle est délicate. Il faut probablement mettre l'accent en priorité, évidemment, sur les retombées des essais atmosphériques, mais si on souhaite avoir une évaluation complète de l'ensemble des doses subies par les populations, on ne peut pas faire complètement l'impasse sur les risques liés aux essais souterrains. Et puis, il faut aussi se poser la question de, parlons-nous des doses subies, par exemple, entre 1966 et, mettons, 1996, ou parlons-nous aussi des doses au-delà? Parce que il peut y avoir des incidents conduisant à
à remettre dans la biosphère de façon importante des matières radioactives qui aujourd'hui sont dans les sous-sols par exemple, de Moruroa. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Par exemple, certains des déchets radioactifs qui ont été enfouis plus ou moins à Moruroa sont dans des zones qui peuvent être soumises qui sont soumises à une instabilité géomécanique, donc qui pourraient se déverser dans l'environnement, sans parler évidemment des matériaux qui ont été océanisés à Hao, à Moruroa, là directement dans l'océan. Merci, monsieur. Une dernière question, madame la rapporteure, et après nous passerons aux questions dans la salle. Non. Non. D'accord. Merci, Myriana. Alors, nous avons une question de monsieur Emmanuel Foucard, qui est député des Bouches-du-Rhône. Allez-y, chers collègues, posez votre question, et ensuite viendront d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Chareiron, pour votre intervention. Vous avez déclaré que vous souhaitiez avoir accès à plus de données du CEA pour préciser vos évaluations. Mon groupe politique est favorable à ce que tous les documents déclassifiables soient, dans un souci de clarté pour les populations locales, sachant que le service de santé, dont l'expertise n'est plus à remettre en cause, a déjà donné des résultats d'analyse plutôt rassurants devant cette commission. Nous vous rejoignons donc sur ce point d'une grande déclassification quand elle est possible, avec comme ligne rouge de ne pas porter atteinte au secret indispensable qui entoure des pans entiers de l'arme atomique. Avez-vous plus précisément des données que vous souhaiteriez voir déclassifiées pour votre travail? Alors, disons que il faut déclassifier l'ensemble des... Si on prend, alors, il faut établir déjà une méthode parce que on ne peut pas étudier tout en même temps. Donc, en ce qui nous concerne, à la CRIRAD, nous avons décidé de nous concentrer sur l'atoll de Tureia. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que soit déclassifié l'ensemble des documents qui permettent de bien évaluer la nature exacte des retombées radioactives à Tureia. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement déclassifier, il faut ensuite pouvoir mettre en place un groupe de travail qui regroupera, qui permettra un dialogue ouvert avec les experts du commissariat à l'énergie atomique, de l'ex-Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et d'autres experts au niveau international pour pouvoir s'assurer que l'interprétation de ces documents est fiable. Il ne suffit pas d'avoir les documents. Il faut avoir les documents, bien entendu, mais il faut ensuite pouvoir les approfondir par ce dialogue. Ça, c'est le deuxième point. Et du coup, le troisième point, c'est que pour faire ça, il faut que soit mis en place vraiment ce type de commission de travail et il faut qu'il y ait des moyens pour permettre d'effectuer ce travail. Ce n'est pas seulement la déclassification qui est l'élément bloquant. Je vous remercie. Merci, monsieur. Une autre question de monsieur Maxime Lenné, cette fois député de Seine-et-Marne. Chers collègues, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Chareiron. Si le président m'y autorise, j'ai une première question sur les 3 critères retenus par le CIVEN, puis j'en ai une petite en plus dans un deuxième temps. Alors, concernant les 3 critères, vous avez déjà réglé son compte au seuil du 1 millisievert avec des arguments tout à fait probants, mais quand bien même on garderait ce seuil. Moi, j'ai du mal à comprendre comment, avec une quarantaine d'essais nucléaires atmosphériques, finalement, les experts, ceux qui, en tout cas, qui ont été mandatés pour le faire, ne retiennent que 5 d'entre eux qui auraient pu conduire à ce que les gens reçoivent une dose reconstituée supérieure à 1 millisievert. Ça, c'est ma première question. Je ne vois pas comment on passe de quantité stratosphérique, j'ai envie de dire, qui ont été relâchées à cette occasion-là et qui amènerait un seuil finalement si faible. Et puis sur les 2 autres critères, alors sur le lieu, on nous avait fourni, la commission nous a fourni une carte sur laquelle on a superposé, en gardant l'échelle, l'ensemble de l'archipel avec la carte d'Europe. Il se trouve que le hasard a fait que Moruroa et Fangatofa se trouvent en Ukraine, tiens, comme Tchernobyl. Tahiti se trouve pas très loin du Royaume-Uni. Et on se souvient que quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, en fait, c'est les Suédois les premiers qui ont détecté l'accident en disant ça y est, ça sonne de partout là. Donc, sur le critère du lieu, est-ce que
Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement considérer qu'à partir du moment où les gens étaient en Polynésie au moment des tirs, quel que soit l'atoll précis sur lequel ils se trouvaient, il y avait un risque d'exposition. Et sur le troisième critère, le critère de temps, puisque c'est aussi un des 3 critères retenus, il faut faire la preuve qu'on était présent près du lieu d'un tir quand il a été produit, au moment où il a été produit, mais est-ce que finalement les retombées radioactives, elles se font pas sur plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être davantage? Et puis j'aurais donc une deuxième question. Merci. Bien sûr. Allez-y, monsieur, pour la réponse à cette première question. Alors, par rapport au nombre d'essais, évidemment, chaque essai atmosphérique a conduit à la dispersion dans l'atmosphère de quantités très importantes de substances radioactives, de dizaines de substances radioactives différentes, même vraiment plus que des dizaines, des produits de fission, du plutonium, de fines poussières de plutonium, parfois d'uranium, des produits d'activation. Et ces substances radioactives, évidemment, se sont répandues à grande distance, ce qui permet d'arriver à la question sur le lieu. Bien sûr, les matières les plus lourdes sont retombées en général à courte distance, mais un certain nombre de ces micro-poussières et de ces gaz se sont répandus à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, et on sait très bien qu'après les tirs, au bout d'un certain temps, qui peut se chiffrer en mois, en années, selon ce dont on parle, il y a un tel brassage atmosphérique qu'on va retrouver les substances radioactives propulsées dans l'atmosphère à l'échelle de l'hémisphère où a eu lieu le tir. Évidemment, plus le temps passe, plus on s'éloigne, en général, plus il va y avoir une dilution logique, dilution mécanique. Il va y avoir, au fur et à mesure du temps qui passe, la disparition d'un certain nombre de substances qui ont des périodes, des demi-vies très courtes, mais l'impact va se faire ressentir à très très grande distance et pendant un temps très long. Il faut savoir quand même que dans l'Hexagone, par exemple, nous avons été exposés, particulièrement dans les années 50-60, aux retombées radioactives des essais nucléaires américains et russes, mais de façon tout à fait notable. Donc, même si les essais nucléaires sont produits à des milliers de kilomètres, il y a des retombées à très grande distance. Bien sûr, la priorité de la compensation doit concerner les populations qui sont au plus près. Mais en toute rigueur, nous avons tous été exposés à l'ensemble des tirs nucléaires atmosphériques de toutes les puissances qui en ont produit. Donc, le nombre. Il y a eu des études scientifiques sur ce point. Comment vous étayez vos affirmations? C'est important ce que vous dites. Oui, c'est grave. Ça, c'est, par exemple, en ce qui nous concerne à la CRIRAD, quand nous avons établi une carte des retombées de Tchernobyl en France à partir de 1986, ça nous a pris plusieurs années. Eh bien, nous avons analysé des carottages de sol dans l'Hexagone et nous avons démontré que, avant les retombées de Tchernobyl, il y avait dans l'Hexagone du césium-137 artificiel venant des retombées des essais nucléaires précédentes en 1986, c'est-à-dire les essais nucléaires, en particulier dans les années 50-60. Mais tout ça... Alors, pour ce qui concerne les Américains, si on parle de l'hémisphère nord, donc les Américains, c'est le Nevada, par exemple. Pour ce qui concerne les Russes, il y a la Nouvelle-Zambie, le Kazakhstan, Semipalatinsk, tous ces sites étant dans l'hémisphère nord. Mais tout ça est vraiment relativement documenté. Si on étudie, par exemple, il y a des graphiques qui montrent très bien le niveau de contamination en tritium de l'hydrogène radioactif dans les eaux de pluie en Europe, avec des niveaux vraiment très importants dans les années 50-60. Tritium dans l'eau de pluie, tritium produit en l'occurrence artificiellement par les explosions nucléaires atmosphériques. De même, si vous cherchez le carbone 14 dans les anneaux des arbres, on l'a fait pour les cocotiers de Riccitea mangareva, par exemple, mais on peut le faire partout dans le monde.
vous trouvez des pics. On part de niveau de carbone 14 naturel, puis il y a une forte augmentation à partir des explosions nucléaires atmosphériques. Voilà, donc ça c'est très documenté. Cette contamination de la biosphère mondiale par les essais nucléaires, en particulier atmosphériques. Alors pour ce qui concerne la Polynésie, donc nous avons pu conduire quelques missions de terrain, mais relativement modestes, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à Tureia, à Hao et à Mangareva en 2005, qui ont confirmé qu'effectivement, évidemment, on retrouve un certain nombre de ces substances radioactives dans la biosphère, par exemple dans les coraux du lagon de Rikitea. Par exemple, dans ces coraux, on retrouve l'uranium-236, qui est de l'uranium artificiel, le plutonium-239, du carbone-14, du strontium-90, qui sont liés aux explosions nucléaires. Donc la biosphère a été marquée, et l'est toujours, par cette pollution. Maintenant, évidemment, selon les lieux, ça peut être à des niveaux qui sont très faibles. À Moruroa, ça peut être des niveaux qui sont beaucoup plus forts. En Algérie, à Ineker, par exemple, au moment où on parle, il y a encore de la lave radioactive qui s'est produite suite à un tir souterrain qui s'est très mal passé et qui a conduit à des rejets atmosphériques. Cette lave radioactive pleine de plutonium est aujourd'hui toujours à l'air libre. Merci. Monsieur Lenné avait une autre question, je crois. Oui, allez-y. Merci pour votre réponse. La deuxième sera plus courte. Vous avez cité l'enquête INWORKS qui montre, sauf erreur de ma part, que pour les travailleurs du nucléaire, une exposition répétée à des faibles doses peut entraîner des maladies radio-induites, y compris des cancers, y compris solides. Pour les leucémies, c'était relativement démontré jusque-là. Là, sur les essais atmosphériques entre 66 et 74, on a une moyenne de 5 essais atmosphériques par an. Est-ce que ça commence pas à ressembler à une exposition répétée aux faibles doses? Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas tirer les mêmes conclusions? Bon, là, je vais un peu vite et je suis moi-même pas scientifique, mais voilà. Est-ce que c'est pas des situations un peu comparables? Alors, ce qui est encore plus grave dans le cas des essais nucléaires, c'est que l'étude INWORKS concerne donc les travailleurs et se base sur les données de leur irradiation externe, c'est-à-dire le cas où ces travailleurs ont été exposés à des radiations venant de matériaux radioactifs autour d'eux, mais ils ne sont pas pris en compte l'éventuelle inhalation et ingestion des substances radioactives qui produisent ces radiations. Pour INWORKS, c'est uniquement l'irradiation externe. Les habitants de Polynésie, non seulement ont été exposés à une irradiation externe par les substances radioactives qui flottaient dans l'air ou qui sont retombées au sol et qui ensuite ont produit des radiations à partir du sol, mais ils ont en plus subi une contamination interne. Ils ont inhalé des gaz radioactifs, des poussières radioactives, ils ont ingéré diverses substances radioactives dans le lait, dans un certain nombre de végétaux, le lait de coco par exemple, dans les poissons aussi, enfin dans la viande, dans toute une série d'éléments de leur alimentation. Et donc c'est beaucoup plus grave parce que d'abord ces substances radioactives pénètrent au cœur du vivant. On parlait tout à l'heure du carbone 14, le tritium aussi, de l'hydrogène radioactif va être incorporé au cœur même de notre ADN. D'autres substances, vous le savez, le strontium va se fixer sur les os, par exemple, le césium va aller dans l'ensemble des matières musculaires. Donc cette population va être exposée de l'intérieur. Les substances radioactives, non seulement les ont irradiées de l'extérieur, mais ont pénétré à l'intérieur et ont donc produit une contamination et une irradiation de l'intérieur, grosse différence, pour des populations très jeunes, y compris fœtus, enfants à naître, enfin embryons, enfants, ce n'est pas le cas des travailleurs du nucléaire, voilà. Et puis des femmes, des enfants, ça forcément, ça induit un niveau de risque sanitaire plus important. C'est pour ça que des études comme INWORKS appuient cette compréhension du fait que les faibles doses ont des effets délétères sur la santé.
Et donc, elles permettent de prendre conscience de ces effets. Mais dans le cas des populations polynésiennes exposées, le problème est bien plus profond. Merci. Merci. Nous poursuivons les questions. Madame Dominique Voynet, députée du Doubs, a une question pour vous, monsieur. Allez-y, Madame Voynet. Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre sur le même registre que Maxime Lenné tout à l'heure. Lors d'une audition antérieure, on a été amené à évoquer la commission d'enquête qui avait été demandée par le gouvernement polynésien d'alors en 2005. Et il nous a été dit que des prélèvements avaient été faits sur des porites, les grosses patates de corail, à la recherche finalement dans une tentative de reconstituer l'exposition au rayonnement au moment des essais, en se disant finalement, comme c'est une patate qui grossit par l'extérieur, en faisant des carottages, on retrouve au centre des couches plus anciennes qui pourraient effectivement nous permettre d'analyser ce qui s'est passé. Et ces prélèvements auraient été envoyés à la CRIRAD. On nous a dit que c'est vous qui saviez où ils étaient et ce que ça avait donné. Et donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne les centres de décontamination. Bon, vous n'avez pas pu aller à Moruroa, mais à Ao, est-ce que vous avez été amené à faire des analyses à Otepa au centre de décontamination des avions et hélicoptères? On nous a rapporté que plusieurs de ces appareils avaient été assez lourdement contaminés, puis on nous a effectivement confirmé que l'eau, notamment qui avait servi à la décontamination, avait été, comme vous dites, si joliment océanisée au large d'Amanu, l'atoll qui est au nord de Ao. Puis ma troisième question revient sur effectivement les radionucléides qui ont été disséminés lors des essais aériens. Il y a donc plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de radionucléides différents. Je crois savoir que la CRIRAD est dotée d'appareils de spectrométrie gamma, ce qui doit permettre de retrouver, alors pas de l'iode 131, c'est trop tard, mais ni même du césium 137, mais pour ce qui concerne le strontium, par exemple, qui a une demi-vie très longue, est-ce que ça, c'est possible de rechercher encore alors à la fois dans l'environnement et chez des êtres humains, ce qui reste. Et donc, est-ce que vous avez été amené, est-ce que vous faites des études seulement dans l'environnement, ou est-ce que vous faites aussi des études in vivo chez des êtres vivants? Et est-ce que vous pensez que ça aurait du sens de rechercher du strontium chez des gens qui ont travaillé ou chez des populations? Voilà. Et puis ma dernière question, c'est comment on fait, parce que donc on est dans une partie du monde qui a été confrontée à quelques catastrophes nucléaires au fil du temps, donc Fukushima par exemple. Donc est-ce qu'on est capable, face à une situation d'irradiation interne, de dire à quelle époque les personnes ont été contaminées? J'imagine que non. Ça ne doit pas être possible de se dire est-ce que c'est récent, est-ce que c'est plus ancien, est-ce que ça remonte à la phase des essais aériens, est-ce que ça vient d'autre chose? Voilà. Alors, 3 questions, 3 réponses, allez-y. Merci. Alors, la première question, ça concernait l'analyse de coraux, effectivement, de porites que nous avons prélevés au large de Mangareva. Donc ça, c'était plutôt... c'était pas dans le cadre de l'étude de 2005, mais plutôt de mémoire en 2012. Donc d'ailleurs, ces coraux ont été prélevés grâce en particulier à Michel Araquino, je crois que vous avez auditionné il y a quelques jours, plongeur polynésien. Et donc, cette étude des coraux a montré, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, la présence d'un certain nombre de substances radioactives liées aux essais nucléaires, uranium-236 artificiel, plutonium-239, strontium-90, carbone-14. Effectivement, comme on a procédé avec, disons, des carottages et une certaine, une tentative de datation, un peu comme on le fait avec les cernes des arbres. Là, il y a on peut identifier les périodes de croissance et essayer de dater.
Maintenant, c'est quand même très, très difficile. Il y a eu on l'a fait sur 2 échantillons différents, avec des résultats qui, d'un point de vue temporel, ne sont pas complètement cohérents. Donc ça reste difficile à interpréter. Cette étude montre clairement la présence d'une contamination résiduelle, puisque c'était en, mettons, 2012, si ma mémoire est bonne. Et c'est logique, puisque ce sont des substances radioactives à très longue période. Le plutonium 239, c'est 24 000 ans. Le strontium 90, c'est 30 ans de demi-vie. Ça veut dire que leur radioactivité n'est divisée que par 2 au bout du temps correspondant à leur demi-vie. Donc c'est des études qui étaient un peu exploratoires pour ce qui concerne cette étude, mais qui mériteraient d'être poursuivies, d'être amplifiées, si on souhaite vraiment tenter de reconstituer des historiques de contamination. Pour ce qui concerne votre deuxième question sur HAO, alors là, le travail qu'on a fait en 2005 dans le cadre de cette mission à la demande de l'Assemblée polynésienne, elle a été très modeste en durée et en moyens de prélèvement et d'analyse. Donc, on a tenté de faire des fouilles à la pelleteuse, au tractopelle, dans la zone d'Otepa où étaient les vestiges d'installation du commissariat à l'énergie atomique qui consistait à expertiser des déchets radioactifs prélevés en particulier par les avions Vautour qui avaient pour mission parfois de voler à travers le nuage radioactif ou en tout cas de prélever des matières fortement contaminées. Donc cette mission a été difficile parce que nous n'avions pas les plans précis des installations. On a travaillé avec une personne locale, un ancien travailleur polynésien. Ça, je le cite parce que pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très important de travailler avec les gens qui savent, les anciens, les militaires, les civils, les gens qui savent, qui connaissent. Malgré ça, on n'a pas pu faire un travail exhaustif. Ce travail n'a pas mis en évidence de contamination préoccupante pour ce qui concerne ce secteur d'Otepa. Mais comme je le disais, c'est beaucoup trop préliminaire pour que nous puissions apporter des conclusions solides. Pour ce qui concerne un autre secteur à risque sur HAO, par exemple, la piste où étaient décontaminés les avions Vautour, c'est des avions qui étaient vraiment extrêmement radioactifs, puisqu'ils avaient vraiment une contamination directement liée à la matière radioactive de l'essai nucléaire. Donc là, en termes de radioactivité à la surface de la dalle où étaient lavés ces avions, nous n'avons pas obtenu de résultats de radioactivité préoccupants. Par contre, pour conclure, il faut gratter dessous pour regarder ce qui s'est infiltré à travers les joints de ces dalles. Un travail de ce type a été effectué il y a quelques années maintenant par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a mis en évidence la présence de plutonium sous ces dalles. De mémoire, je crois que c'est dans les 10 premiers centimètres l'essentiel de la contamination. L'IRSN considérant qu'il n'y a pas nécessité de décontaminer ce site. Donc ce n'est pas notre point de vue. Nous considérons qu'à partir du moment où il y a du plutonium sous ces dalles, par exemple de mémoire, ça doit être, mettons, 140 becquerels par kilo, c'est pas négligeable, et que du coup, pour une bonne protection de l'environnement, il serait souhaitable que la France procède à la décontamination. Enfin, la France, on est en France, mais ce que je veux dire, les autorités compétentes procèdent à la décontamination définitive de ce secteur pour que le développement de HAO puisse se faire sans qu'il y ait une inquiétude particulière par rapport à cet héritage. La troisième question concernait la capacité à mesurer des substances radioactives aujourd'hui, si j'ai bien compris, soit dans l'environnement, soit dans les êtres humains. Alors, la CRIRAD a effectivement la capacité de mesurer par une méthode qui s'appelle la spectrométrie gamma. On peut voir donc des éléments comme le césium-137
artificiel qui émet des rayonnements gamma et qui a une demi-vie de 30 ans. Quand nous avons fait cette étude en 2005, par exemple, à Hao, Mangareva et Thureia, nous avons retrouvé effectivement du césium-137 dans les sédiments, par exemple, de récupération d'eau pluviale à Thureia, dans le lait de coco, dans un certain nombre d'éléments de l'environnement, et c'est logique. Pour ce qui concerne d'autres substances radioactives, il faut des moyens différents. Le strontium-90, il faut d'autres types d'analyseurs. Le plutonium, encore d'autres types d'analyseurs. Donc en fait, quand vous voulez faire une étude un peu approfondie, ça demande des moyens, parce que là, en ce qui nous concerne, on va sous-traiter certaines de ces analyses à des labos hyper spécialisés. Ça demande des moyens financiers énormes, parce que pour analyser les principales substances radioactives utiles à la compréhension des choses dans un seul échantillon de quoi que ce soit, il faut imaginer des sommes de l'ordre de 1 000 €, voire plus, par échantillon, si vous voulez porter un diagnostic précis. Pour ce qui concerne l'être humain, l'analyse dans le corps humain, donc là, ce n'est pas du tout notre spécialité. Là, ça demande encore d'autres compétences et d'autres moyens. Des travaux avaient été faits pour l'analyse du strontium-90, en particulier dans les dents d'enfants aux États-Unis, pour justement étudier l'impact des retombées des essais nucléaires militaires, pas forcément français, là, américains. Et ces travaux avaient montré une contamination, évidemment, en strontium-90 des dents, puisque cet élément se retrouve dans l'environnement, et donc nos dents, la matière constitutive de nos dents va accumuler ce strontium. Donc effectivement, dans le cas de la Polynésie, ça serait certainement intéressant, mais c'est difficile, hein, là, d'un point de vue humain, de récupérer des éléments de ce type-là. Et puis, ah oui, à quelle époque les gens ont été contaminés? Alors, je ne sais pas si la question, c'était plutôt par rapport à l'analyse de la connaissance des retombées en un lieu. Ça, donc, en compilant les données, en compilant la documentation, les documents déclassifiés, par exemple, en compilant ça avec des analyses dans des milieux qui gardent la mémoire de la contamination, par exemple les coraux. Il est possible d'affiner les chroniques de contamination dans le temps. Maintenant, à l'échelle d'un individu, là, il faudrait poser la question vraiment à des experts de cette question sur le plan biologique. À l'échelle d'un individu, les principales analyses qui sont faites d'un point de vue biologique, c'est la surveillance des urines et des matières fécales, mais ça renseigne comment dire, plutôt au moment où se passe la contamination. La contamination des cheveux, c'est pareil, les cheveux se renouvellent de façon assez rapide, donc là, il faudrait plutôt analyser toute la partie osseuse, par exemple. Et puis pour ce qui concerne la dosimétrie biologique au sens reconstitution des doses totales subies, c'est plutôt des mesures qui permettent d'estimer un global de doses cumulées par les personnes. Et c'est difficile à interpréter parce que quand on cherche à reconstituer ça sur des décennies après l'exposition, il faut vraiment que les gens aient subi des doses très importantes pour que ces méthodes biologiques arrivent à reconstituer l'exposition. Mais bon, là c'est un domaine beaucoup trop pointu pour que je puisse en parler sérieusement. Bien, merci pour la précision de vos réponses, monsieur. J'ai une autre question du député Philippe Gosselin, député de la Manche, qui a une question pour vous. Allez-y. Dans la continuité, merci Président, un peu dans la continuité de délocalisation et de l'existant. On a parlé, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'océanisation. Est-ce que l'on a une idée des quantités, de la nature de ce qui a été océanisé, de la localisation actuelle? Est-ce qu'on peut, si on a ces réponses, mesurer les effets sur le milieu? Est-ce qu'il y a eu des études? Vous avez en partie répondu, mais je voulais être bien sûr d'avoir bien capté.
Alors, est-ce qu'il existe des données officielles? La réponse est oui. Par exemple, l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a produit des inventaires. J'ai sous les yeux l'inventaire de 2022, par exemple, qui donnait pour, je vous cite par exemple, déchets immergés dans l'océan entre 2000 et 3200 mètres de profondeur au nord de Moruroa, sur le site Novembre, 76 tonnes de déchets non conditionnés immergés en vrac entre 1972 et 1975. Simplement, plusieurs problèmes. Un, on n'a pas le détail de la composition exacte radiologique de ces matières. Deux, ce sont des données qui sont fournies par le producteur des déchets. Donc, est-ce que ça pose la question de la confiance dans l'émetteur de ces données? Donc, comment dire, je pense que pour répondre à cette question, là encore, il faudrait obtenir l'ensemble des documents déclassifiés détaillés qui ont permis au commissariat à l'énergie atomique et ou aux militaires d'établir ces inventaires, regarder si les méthodes d'évaluation paraissent solides, quelles méthodologies ont été utilisées, avec quels appareillages, comment peuvent-ils savoir ce qu'il y avait dans toutes ces matières. Franchement, et là, ce n'est pas un procès d'intention, c'est que compte tenu du fait que là, il s'agit d'aller se débarrasser de déchets radioactifs en mer, on peut imaginer que, il n'y a pas eu un soin hyper approfondi pour vraiment caractériser ces matières, d'autant que ça peut être techniquement relativement difficile. Donc, sur cette question, si on voulait répondre sérieusement, il faudrait faire tout un travail d'enquête avec les archives déclassifiées, avec des interviews de spécialistes de l'époque pour comprendre comment ils travaillaient, avec quels appareillages, quelles sont les incertitudes. Et puis concernant l'impact ensuite sur l'environnement, donc il y a quelques campagnes de mesures qui sont faites par les autorités, disons. Je n'ai pas étudié ces résultats, donc je ne peux pas je peux pas les commenter. Oui, il y a des campagnes de mesures annuelles effectuées par les autorités, en particulier à Moruroa, mais qui ne sont pas, disons, exhaustives dans l'ensemble des prélèvements qu'il faudrait effectuer et dans l'ensemble des substances qu'il faudrait rechercher. Mais il y a effectivement un suivi qui est fait en ce sens, contrairement à ce que préconisait l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour laquelle il n'aurait même pas été utile de se préoccuper de l'avenir des déchets enfouis ou pas enfouis d'ailleurs à Moruroa. Bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'en ai une. Et après, je laisserai la parole à Mariana Red-Herbelot pour une dernière question ou une conclusion, Mariana. Deux questions, Monsieur Charéron. Vous savez, ici, au sein de cette commission, nous auditionnons et nous entendons tous les acteurs des essais nucléaires, et parfois certains ont des propos contradictoires, ou en tous les cas, donc c'est pas toujours facile d'y voir clair. Donc je voulais à ce sujet vous poser deux questions. La première, nous avons auditionné le CRIOB ici, il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez le CRIOB, hein. Donc vous demandez, vous parliez tout à l'heure en réponse à la question de Mme Voynet sur l'analyse des coraux. Or, le CRIOB, parce que vous demandez si vous avez constaté une détérioration du milieu marin, la faune, la flore, parce que le CRIOB, l'audition que nous avons eue avec eux, laissait plutôt quand même penser, en tous les cas, ils essaient d'entendre, eux, qu'ils avaient tendance à minimiser l'impact en disant sur le thème la nature se régénère très rapidement, etc. Donc, première question par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation, puisque l'affirmer, ils étaient vraiment sûrs d'eux. Et la deuxième question, alors je sais que la santé l'aspect santé n'est pas la spécialité de votre commission, mais néanmoins, que pensez-vous des affirmations là aussi du docteur Berthe, qui a sorti un livre récemment
et qui vient aussi complètement contredire ce que vous venez de nous présenter cet après-midi. Merci. Alors, pour ce qui concerne le CRIOB, alors, sur la question, est-ce que la faune aquatique, par exemple, s'est reconstituée, je pense que le CRIOB est bien plus à même que la CRIRAD de répondre à cette question. Ce sont des spécialistes du sujet, ils sont basés sur place. On avait d'ailleurs travaillé avec eux sur la préparation des carottes de Coroporites. C'est le CRIOB qui a préparé les carottes. Donc là-dessus, j'ai pas d'éléments particuliers. Simplement, je voudrais être sûr qu'on se comprend bien. Quand je parlais de la présence d'uranium-236, de plutonium, de strontium-90, de carbone-14 dans justement ces coraux, ces porites du lagon de Mangareva, ça c'est un fait. C'est-à-dire que cette matière, ces coraux ont accumulé, enfin leur squelette maintenant a accumulé ces substances radioactives qui sont toujours dans la biosphère. Après, la question, quel est l'impact du coup biologique sur la faune et sur la flore, ça c'est une autre question à laquelle je n'ai pas la réponse. Par rapport à l'ouvrage du docteur Berthe, je ne l'ai pas lu. Il est paru il y a peu de temps, donc je ne l'ai pas lu. Je ne peux donc pas m'exprimer dessus, à moins que vous vouliez un peu détailler ce qu'il expose. Il est sous-titré Une histoire de mensonges et de contre-vérités. Donc, vous voyez, ça se passe de commentaires. Nous l'avons auditionné ici il y a 2 ou 3 semaines. Et pour lui, et malgré tout ce que vous avez présenté cet après-midi sur les conséquences des essais, y compris en Europe, pour lui, il n'y a pas de conséquences et que pas plus que l'exposition au radon en Bretagne, m'a-t-il répondu. Alors, bon, voilà, mais vous lirez son livre. Pardon. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. L'exposition au radon en Bretagne, justement, alors si ça c'est assez facile de réagir. L'exposition au radon en général, et en Bretagne ne fait pas exception, augmente les décès par cancer du poumon. C'est quelque chose qui est documenté par une méta-analyse dont j'ai parlé tout à l'heure, celle du docteur Darby, qui a montré en compilant des études épidémiologiques au niveau international qu'il y a un excès de cancer du poumon proportionnel à la quantité de doses subies dans l'habitat par l'inhalation de ce gaz radioactif. Donc, si la discussion commence par dire le radon n'a pas d'impact sanitaire, ça commence mal. Le débat commencerait... Non, je vais le tourner autrement, pardon. Bien sûr que le radon, et c'est très documenté, augmente... Enfin, bien sûr, l'exposition au radon augmente les risques de cancer du poumon et de décès par cancer du poumon. Et ça, c'est pas la CRIRAD qui le dit, c'est documenté par des spécialistes en épidémiologie, à tel point d'ailleurs que les facteurs de risque qui permettent de calculer le risque de décès par cancer du poumon en fonction de la quantité de radon, ces facteurs de risque ont été revus récemment à la hausse, parce que les connaissances scientifiques se solidifient sur le fait de constater ces risques. Après, je ne peux pas réagir sur un ouvrage que je n'ai pas lu. Il faudrait prendre chaque point, chaque contre-vérité et regarder précisément de quoi il s'agit. D'accord, merci. Madame la rapporteure qui s'est levée très tôt ce matin, toujours dans la nuit polynésienne, est-ce que vous avez une question pour conclure l'audition de Monsieur Charéron? Oui, merci Monsieur le Président. Une question sur l'environnement. Donc, vous nous avez exposé des éléments radioactifs qui subsistent donc, dans les coraux, enfin dans l'environnement polynésien. Avec le changement climatique et la violence accrue des événements météorologiques, on l'a vu récemment dans l'océan Indien, et on n'est pas à l'abri dans l'océan Pacifique, on l'a déjà vu
à plusieurs reprises. Donc, des mouvements, en tout cas, des possibilités en fait de basculement aussi peut-être des récifs coralliens avec les coraux. Est-ce que ça présente des risques donc de mettre à jour ces fameux éléments radioactifs qui sont enfouis, que ça soit d'ailleurs aussi peut-être des déchets radioactifs. Donc, quelles seraient vos recommandations donc, en matière d'évolution du cadre normatif concernant les conséquences environnementales des essais nucléaires en Polynésie, donc au regard du changement climatique et des événements climatiques? Bien d'abord, vous avez parfaitement raison. Si on parle de Moruroa, donc il y a une contamination aujourd'hui, toujours, à la surface. Sur le sol de certains motus, le motu Colette par exemple, dans les sédiments du lagon. Les propres chiffres du CEA indiquaient il y a quelques années encore, mettons, 2 millions de becquerels par kilo en plutonium 239 dans les sédiments du lagon en face du motu Colette. Donc ces matières radioactives, elles sont déjà là, quasiment, elles sont à la elles sont dans la biosphère, elles sont pas là, c'est pas des matières qui sont enfouies à 400 mètres sous la terre. Donc il y a déjà effectivement une contamination qui est là. En plus, et ça c'est le CEA le reconnaît, certains des puits dans lesquels ont été enfouis des matières, des déchets radioactifs, sont dans une zone qui a une instabilité géomécanique avérée. Ça veut dire qu'il y a des lieux, oui, qui peuvent être déstructurés par le changement climatique. Et vous le savez, il y a déjà eu à Moruroa un effondrement qui a conduit à une vague qui a affecté un des ingénieurs qui était sur la chaussée au moment où cette vague s'est produite. Et vous le savez, il y a un suivi par les autorités françaises, par divers dispositifs de mesure de ce risque justement de vagues qui pourraient être produites par un effondrement de certaines parties de l'atoll, par exemple de Moruroa. Donc oui, ces risques existent. Recommandation, déjà reconnaître l'existence de ces risques officiellement. En 1999, la CRIRAD avait écrit au président Chirac avait créé une lettre ouverte pour demander que ces atolls, Moruroa et Fangatofa, soient bien classés comme installation nucléaire de base. C'est-à-dire que compte tenu de la radioactivité officielle présente en ces lieux et compte tenu de la réglementation à l'époque, on dépassait de plusieurs dizaines de fois les seuils de classification comme installation nucléaire de base. Donc c'est déjà important que ces lieux soient bien répertoriés, enregistrés comme des zones contaminées contenant des déchets fortement radioactifs en profondeur, de façon à ne pas banaliser. Et c'est pour cela que le souhait d'un certain nombre de représentants de la Polynésie que ces atolls reviennent à la Polynésie en tant que tels, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné. Si la Polynésie redevient maître de ces territoires, c'est à elle de le décider, bien sûr, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans les sédiments, dans la surface des motus et en profondeur, évidemment, dans les puits de tir, puisqu'on parle sur Moruroa, on parle de plus de 130 tirs souterrains, il y a une quantité de matière radioactive considérable et à très longue durée de vie, puisque la demi-vie du plutonium 239, c'est 24 000 ans. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces éléments en tête et surtout ne pas banaliser. Merci beaucoup, Chariron. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons mettre un terme à cette audition. Merci encore, Monsieur Chariron, d'être venu jusqu'à nous. Merci pour vos réponses. Comme
à toutes les personnes que nous auditionnons, je rappelle que vous pouvez nous faire parvenir tout document nécessaire ou complémentaire ou des points que vous n'auriez pas évoqués cet après-midi que vous pensez importants pour la commission. Eh bien, n'hésitez pas à le faire par mail, par courrier. Voilà, merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie.